Salut les rôlistes. Deux MJ ont décidé de vous présenter un de leurs jeux préférés, Alien, édité en France par Arkane Asylum. Après de longues heures de jeu dans le noir de l'espace, nous avons décidé d'échanger nos idées sur le lore, le système et notre expérience de meugetage. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Arbassin, MJ sur la chaîne Fumbleplay, et a accepté de se joindre à moi pour partager son expertise et sa passion de ce jeu. Et je vais te donner une grosse passion et je te donne à toi l'honneur pour introduire ta vision de la richesse de cet univers d'Alien. La vision. Merci Kylian. Ouais, en tout cas, je suis moi aussi ravi d'être là et puis de pouvoir discuter un petit peu de ce jeu qui développe un magnifique univers, qui fut, on va le rappeler, tout d'abord un bel univers cinématographique. Alors, pour démarrer, on va définir un peu ce qu'est Alien JDR. Donc ensemble, donc n'hésite pas à intervenir. Donc Alien JDR est un jeu de rôle de Frelick Publishing, qui est une société d'édition suédoise à qui l'on doit aussi Tales from the Loop ou encore Coriolis, qui est un autre jeu de SF. Et la version française, comme tu l'as dit, a été publiée par Arkane Asylum, mais qui a fait un très très bon boulot pour traduire le travail qui est très bien fait aussi de Frelick Publishing. Le jeu prend pour cadre l'univers développé dans le film Alien le 8e passager, qui est déjà qui date de 1979. C'est le film de Ridley Scott qui a été scénarisé par qui a été scénarisé par Dan O'Bannon et Walter Hill. Alors dans ce film bien connu, je vais résumer vaguement, mais lors d'un voyage retour, le cargo spatial Nostromo, après une mission de routine, son équipage est plongé en hibernation, va être réveillé par l'ordinateur de bord, Mother, pour aller vérifier toute trace de vie extraterrestre comme stipulé dans leur contrat de navigation. Et c'est au cours de leur arrivée sur une planète inconnue qu'ils vont se retrouver aux prises avec une entité extraterrestre déterminée à les éliminer un à un. Donc ça c'est le résumé vague, mais après vous avez d'autres films qui sont apparus, Aliens le retour en 86 de James Cameron, Alien 3 en 92 de David Fincher, et puis Alien la résurrection de en 97 fait par le français Jean-Pierre Jeunet. Tous ces films développent en étendant l'univers du film original et en apportant quelques petites touches supplémentaires, qui sont prises en compte d'ailleurs dans le jeu de rôle lui-même. Pas tout, puisqu'Alien JDR prend pour base l'année 2183, c'est-à-dire 61 ans après la fin du Nostromo, donc dans le premier film, et 4 ans après les événements d'Alien 3 de David Fincher. Ce qui fait que Alien la résurrection, donc le 4e film, n'est donc pas pris du tout en compte dans Alien JDR. Et je mets sur l'écran justement la chronologie pour reprendre. Effectivement, on n'est pas exactement dans la chronologie du film, mais je pense que c'est intéressant au même moment. Et ça laisse un peu de marge de liberté à l'univers. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus ça a énormément évolué, parce que Alien 4, donc la résurrection, ça se passe en 2379, donc 2 siècles après. Donc ça a beaucoup changé, même au point de vue technologique, même s'il y a des éléments qu'on retrouve. Mais le parti pris du livre et donc du jeu de rôle, c'est vraiment de prendre les 3 gros films, voir les 2 qui ont été faits très récemment, Prometheus et Alien Covenant, dans la trame générale d'Alien JDR. Et donc la grande question légitime est donc de savoir s'il faut impérativement connaître l'univers d'Alien dans sa version cinématographique pour jouer à Alien JDR. Eh bien là, on va répondre par oui et non. Ah bah mince, moi je voulais une réponse vraiment franche et massive. Même si on pourra justement débattre un peu, parce que oui, parce que si on connaît bien l'univers, on peut pousser un peu plus loin son arc narratif pour ses joueurs, et puis en étant MJ, avoir toutes les trames possibles pour développer son histoire, et puis pour les joueurs, ça permettra de replonger d'une autre manière dans ce monde particulier de la science-fiction. Non, parce que tout est bien travaillé du côté du MJ. On peut vous fournir des thématiques qui permettent de constituer votre propre histoire. Vous avez même un chapitre d'ailleurs du livre, c'est l'enfer et dans l'espace, qui vous donne les clés de l'univers, en y expliquant la place des personnages, les zones d'influence connues, les nations, tout ce qui vous permet d'aborder l'univers sans forcément connaître les films. Et d'ailleurs, du côté des joueurs, ça peut être aussi un plus de ne pas connaître les films, car ça immerge totalement dans ce genre particulier qui est l'horreur spatiale.
Donc après, je sais pas si toi, justement, on en avait discuté un petit peu avant et t'étais pas moi forcément... je pense que en fait, je suis... si on ferait une table, il faudrait que, dans l'idéal, soit tous les joueurs connaissent l'univers, et du coup, le MJ va l'aborder peut-être un peu différemment. Dans une vision où on connaît un peu la fin et ce qui va se passer, soit effectivement, tous les joueurs ne connaissent pas l'univers à part le MJ, ça peut aider, et encore, finalement, pas forcément, ça peut être une découverte via le jeu de rôle, pour avoir là un élément de surprise plutôt collectif. Et les mix des deux que moi j'ai fait, des personnes qui connaissaient deux noms, alors ne pas connaître Alien, c'est possible, ne pas connaître l'intérieur des films, après l'idée d'Alien elle est quand même dans la culture geek assez connue, donc forcément il y a un peu de monstre, et donc on connaît au minimum cette vision du monstre, mais dans les tables que j'ai connues il y avait un mix, et effectivement je pense que ça peut décevoir, l'approche peut décevoir un des deux en fonction de l'approche du MJ, d'un aspect plutôt découverte de créatures ou d'autres ennemis, parce que finalement l'univers alien est plus riche que juste des xénomorphes, pour utiliser le terme. Donc mon conseil, petit tip, c'est peut-être effectivement avoir des joueurs d'une des deux catégories, mais un groupe assez homogène. Bah, sachant que oui, dans le livre de base, il te développe, alors pas forcément énormément, mais il y a une partie sur d'autres créatures qui peuvent être rencontrées dans cet univers particulier de la science-fiction, parce qu'en plus ça permet d'aborder aussi le sujet du ton, de l'ambiance de ce jeu et des thématiques qui sont abordées. Parce qu'il y a grosso modo 3 thématiques qui sont abordées dans Alien JDR. En premier lieu, l'espace, qui est l'idée que l'homme se retrouve dans un environnement qui lui est totalement hostile. Il y a aussi l'horreur innommable. En cela, on peut se rapprocher avec l'univers d'Alien d'un univers bien connu comme l'appel de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Et puis, on a aussi l'émerveillement face à la découverte, parce que vous avez des sites d'anciennes espèces, parfois disparues. Je pense par exemple aux ingénieurs qui sont repris des 2 derniers films de Ridley Scott. Donc tout ça donne une atmosphère qui est vraiment particulière et qui est propre à Alien JDR. Donc, moi je vais rebondir sur ça, là, ces trames. Pourquoi moi j'ai adoré Alien, parce qu'au début j'ai douté, et j'ai vu un actual play plutôt connu maintenant, avec des gens très bien, qui s'appelle Fumble Play. Ah oui. Et du coup je me suis dit je vais tenter, parce que je me suis dit, au début des monstres dans l'espace, c'est connu, et en fait quand je l'ai lu, moi je suis allé sur le Cthulhu. Une trame très Cthulhuesque en fait, pour ceux qui ont l'habitude de l'appel de Cthulhu, une phase un peu de recherche, et puis à la fin quelque chose d'une horreur innommable, d'une monstruosité qui peut être d'ailleurs humaine ou non humaine, et moi je m'y retrouve beaucoup quand je maîtrise les deux jeux dans les aspects narratifs et comment on amène vers le summum du stress, et on en reparlera un peu plus tard sur le système de stress. Il y a les points de santé mentale chez Cthulhu dans la version V7, puis le système de stress qu'on expliquera un peu plus tard sur Alien, je trouve très propice à cette montée en tension, pour rebondir sur ces thèmes-là. D'ailleurs, toi, tu voulais aborder aussi l'idée qu'on est proche de la tragédie avec l'univers d'Alien. Oui, alors ça c'est théorie développée autour de notre table, en disant en fait Alien, si on connaît l'univers, on est sur la tragédie, pas grecque mais plutôt française, où on est en 3 actes, et d'ailleurs les ouvrages et les scénarios de Alien sont toujours découpés en 3 actes, pour ceux qui vont les ouvrir. L'acte 1, acte 2, acte 3, et on est sur les mêmes thèmes, c'est-à-dire que l'exposition de l'univers, le moment, l'acte 2 où en fait la situation va s'envenimer et changer, et l'acte 3, souvent la mort, ou le drame pour le protagoniste principal ou le groupe, et donc on s'y retrouve. Alors je n'ai pas de rapport avec les auteurs, mais j'imagine ces actes et cette nomination doit venir de là, les actes et la montée en tension. Donc, je trouve ça plutôt bien, et ça veut dire qu'on peut connaître la fin tout en ayant une expérience de jeu comme on pourrait trouver au théâtre, dans le théâtre dramatique, où bien entendu on connaît souvent le caractère final et définitif du dernier acte.
Mais c'est vrai que oui, le côté tragique se retrouve un peu comme dans les pièces, par exemple, d'un tragédien comme Échille, où on a le dégoût de l'hybris, c'est-à-dire de la démesure, avec cette idée de danger de l'ordre établi, du poids des décisions des dieux. Ben là, c'est plutôt en fait de ceux qui sont les décideurs, enfin, parce qu'il y a aussi la thématique de un petit peu de combats sociaux qui sont pas abordés pleinement dans Alien, mais qui peuvent se développer pleinement entre les ouvriers entre guillemets, puis les cols blancs, ceux qui dirigent et qui manœuvrent dans l'ombre pour poser leurs petites pièces, pour qu'elles se déplacent pour récupérer ce que eux désirent absolument, quitte à envoyer à la mort ces pauvres camionneurs de l'espace entre guillemets, quoi. C'est vrai qu'on se rapproche un petit, effectivement, de la tragédie au sens propre, quoi. C'est assez intéressant. Mais ça aussi, ça fait partie de l'atmosphère d'Alien, qui est vraiment de la hard SF, quoi. C'est-à-dire ce sous-genre de la science-fiction dans lequel on a des technologies, des sociétés, leur évolution, qui sont décrites dans un univers qui peut être considéré comme vraisemblable au regard des connaissances scientifiques au moment où nous réceptionnons l'œuvre. Exactement. Ouais, et t'as d'ailleurs une série qui reprend un peu ces thématiques-là, c'est The Expanse sur Amazon Prime. Que j'adore. Qui est de la hard SF, de la hard science, et pareil, on est dans le principe où on n'est pas dans du space opéra. Là, pour le coup, on le voit en plus, on le verra avec les règles. Il y a vraiment cette vision que n'importe quoi peut engendrer la mort pour n'importe quel personnage à l'intérieur d'Alien JDR. Mort instantanée, nette et précise. Et pour rebondir sur ta notion, il y a des objectifs pour les joueurs ou les PJ dans ce jeu. Et on y retrouve souvent une rémanence, comme dans The Expanse d'ailleurs, de lutte de classe, ou de lutte d'origine, ou de lutte de... Voilà. Avec on verra, il y a des carrières de prolos, par exemple, les carrières de membres des compagnies de soldats, et il y a un petit côté lutte des classes dedans qui ressort. Et ça vient, mais ça, pour la petite anecdote, ça vient surtout alors même si c'est un peu abordé dans Alien, mais dans Aliens, le retour, donc le deuxième film, on a bien ce principe-là, et ça vient aussi de James Cameron, qui vient d'un milieu ouvrier, dont le père, je crois, était camionneur, et qui a souvent été forcé de faire des déplacements par rapport à ces grandes entreprises, et ça se ressent, et c'est ça qu'il a aussi rajouté, je le trouve, comme contenu à l'univers d'Alien, quoi. Et ça se sent bien effectivement dans le 86, c'est un film des années 80, et qu'on retrouve dans l'ouvrage. Ouais, c'est un univers dur, et finalement le xénomorphe est l'émanation d'un univers extrêmement dur, qui est le monstre dans Alien. C'est ça. Et d'ailleurs, vos joueurs. Et puis en plus, Alien JDR, il y a quand même pas mal d'ouvrages déjà. Oui, alors sur les ouvrages, on a fait un petit medley. Le premier que vous pouvez trouver, c'est le kit de démarrage Alien, et donc il est publié en français, Arcane Asylum. Et alors il y a tout pour jouer dedans, c'est-à-dire que avec ça, vous pouvez faire toutes les parties, et à vrai dire, moi j'ai toujours joué qu'avec ça. Donc avec ça, vous pouvez faire toutes les parties que vous voulez. Il n'y a pas forcément tout un tas de talents, de carrière ou de matériel que vous pouvez trouver dans le livre de base, mais honnêtement, il est riche. Vous pouvez trouver à peu près tout ce que vous voulez. Si vous l'avez en physique, alors il vient avec des cartes, des dés. Le matériel est joli. Moi, je l'ai vu une fois en physique. Alors, je joue beaucoup en virtuel, pour ceux qui me connaissent. Et j'ai joué une fois en physique. Je trouve que le matériel de qualité et puis assez immersif. Très très immersif, mais ça vaut le coup pour découvrir l'univers, et on peut jouer très longtemps. Puis il y a des cartes, ne serait-ce que pour le matériel, pour les objectifs dont tu parlais. C'est pas juste une boîte pour faire joli. Il y a aussi des compléments. Il y a même les dés, je crois, il me semble. Il y a les dés, il y a un set de dés qui permet
parce qu'on vous expliquera le système, c'est du D6, mais un peu utilisé de manière spécifique. Donc gros conseil d'achat sur la boîte, et honnêtement vous pouvez jouer tout un tas de choses, c'est pas limité, hein. Vous pouvez jouer très très longtemps avec le starter set ou la boîte de base. Bien entendu après, comme je vous montre, il y a le livre Alien, l'officiel, avec toutes les règles qu'il faut pour jouer. Il y en a pas mal, et ça va, comme Arabassin tu disais tout à l'heure, ça va vraiment avec du fonctionnement des vaisseaux spatiaux, la hard science, et c'est très complet. Moi j'aime bien. Ouais, c'est un livre qui est vraiment généreux, quoi. C'est pas juste pour faire un livre étiqueté Alien et puis vraiment en simplifiant les choses. Franchement, c'est vraiment bien organisé. Les chapitres sont vraiment clairs, très bien travaillés, ça s'enchaîne bien et c'est agréable à lire. Et la Bible de l'univers est claire et bien expliquée. C'est pour ça, pour revenir, hein, si vous connaissez pas Alien, vous lisez ça. C'est explicite. Ils font pas de références cachées en permanence à des choses que vous êtes censé savoir. Ils vont l'expliquer. Et le matériel est beau. Il y a pas de feuilletage là en direct, en virtuel, mais le matériel est de qualité parce que ça va tenir longtemps. On y pensera pour le prochain. Il faudrait faire un feuilletage. Donc il y a la carte, et puis il y a à chaque fois. Hein, alors c'est une version anglaise là, mais il y a pas mal de cartes qui sont fournies dans cette couleur assez verte et blanche pour les battle maps, pour ceux qui font du battle map. Moi, je l'utilise pas mal en tant que virtuel. Ça permet de positionner des tokens, des jetons et les personnages. C'est pas nécessaire dans l'univers d'Alien. Bassin, toi, je sais pas si tu fais. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un token, enfin, même en visuel, c'est quand vous utilisez un appareil comme le détecteur de vibration, donc ce qui permet de voir où se trouve quelque chose, c'est de placer justement ce token à une zone bien particulière du vaisseau, qui permet après de créer de la tension justement, où on le voit se déplacer, voire s'arrêter à une zone, et ça rajoute en fait du contenu à la tension ambiante autour de la table. Donc la carte peut très bien fonctionner aussi dans un but de stresser en fait autour de la table, voilà, les joueurs qui se demandent où peut se trouver telle personne ou telle créature à l'intérieur du vaisseau ou de la station spatiale, etc. Ouais, le détecteur de mouvement c'est hyper sympa à utiliser. Il y a des tables virtuelles qui le gèrent aussi. Je n'aurai pas de nom, mais des Foundry, je crois que Roll20 le fait aussi. Et du coup, les joueurs vont entendre le bruit et voir sur un petit écran des points lumineux autour. Succès garanti pour le MJ. Succès garanti. Mais la carte est vraiment très bien, hein, parce que c'est une carte qui montre le monde connu. Et d'ailleurs, on a 2 chapitres qui sont vraiment très utiles et richement détaillés dans l'ouvrage. Il y a La vie est rude dans les étoiles, qui aborde la vie de ceux qui s'aventurent dans l'espace en présentant les avancées technologiques de la société, comme le voyage supraluminique, l'hypersommeil. On a aussi comment ça se déroule à l'intérieur donc d'un vaisseau de compagnie, les stations spatiales, la vie de tous les jours pour les travailleurs de l'espace. Et puis on a aussi un chapitre qui est gouvernement et grandes compagnies, avec la description des 3 principales entités politiques terriennes. Et puis les grandes compagnies qui possèdent d'immenses zones d'influence, comme par exemple la Weyland-Yutani, et qu'on voit sur la carte qui montre les différentes zones de contrôle. Donc ça c'est vraiment un avantage, je trouve. Cette carte elle est très belle, mais en plus elle montre que elle est riche au point de vue même politique. C'est-à-dire que c'est un univers qui est aussi intéressant à aborder d'un point de vue des tensions entre les grandes régions contrôlées par les différents groupes politiques terriens. On voit là je vous mets sur l'écran, on a toutes l'Union des peuples progressistes, l'Empire des Trois Mondes, les colonies, donc tout est expliqué avec leurs zones d'influence. Et puis ça permet aussi de situer en fonction de ce qu'on joue. Alors une notion de distance plus ou moins, parce qu'on parle d'années-lumière, de parsec, mais aussi de zones où il n'y a pas d'influence. Donc ça peut donner, quelques idées de scénario. Ah bah oui, clairement. Mais c'est pour ça, il est vraiment complet. Puis oui, la carte permet aussi de calculer, parce que je crois, alors je sais plus quel chapitre, parce que j'ai un peu lutté pour trouver moi-même les distances, mais c'est indiqué dans le chapitre pour essayer de maîtriser la carte et de voir en combien de temps on peut se déplacer d'un point à un autre, quoi.
Donc elle n'est pas que belle, mais aussi utile. Pour continuer sur les ouvrages, on a un ouvrage qui est sorti aussi en français, Le Destructeur des Mondes. Et là, on est sur du scénario, une mini-campagne. Alors ça dépend de la durée de vie de vos personnages. Ça peut aller assez vite. Et on va jouer des Marines. C'est le principe. Je vais pas déflorer le sujet. Ils sont sur une lune, et puis il y a un confinement de cette lune. Et puis tout va commencer à ce moment-là sur une mission de recherche de déserteurs. Et puis voilà, ça va s'enchaîner, l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Ça finit sur un summum que je ne révélerai pas, bien sûr. Je trouve que alors j'ai fait jouer. On n'est pas allé tout au bout de l'acte 3, on est quand même allé jusqu'à l'acte 3, avec des changements de personnages, bien entendu, parce que tout le monde n'a pas survécu. Moi, je conseille, c'est assez typique, si vous aimez les Marines, cet univers et cette ambiance un peu militaire, avec un chef dans le groupe, quelque chose où il y a quand même un peu de tension interne dans le groupe. Je ne dévoile pas non plus, mais les objectifs sont bien faits. Il y a des petites tensions internes qui font qu'il y a des bons moments de RP à faire entre les Marines, mais on est bien équipé, et puis voilà, comme l'image le montre, il y a du xénomorphe quasiment du début jusqu'à la fin, et ça donne un sentiment à la fois de puissance des Marines, et puis aussi d'être un peu de choses quand on arrive au 3e acte. Moi je conseille, pour avoir fait jouer, adapter un peu, parce que c'est extrêmement mortel. Donc si vous voulez quand même que l'intrigue avance et qu'on puisse suivre du bout en bout, et les joueurs puissent suivre de bout en bout, faut un peu l'adapter. Il est en français aussi, il y a toujours des belles images d'ambiance dans les livres. J'en ai pris un comme ça, mais vous pourrez en trouver, à la fin on vous fera, et dans les commentaires on mettra une liste de ressources où vous pourrez trouver quelques images. L'univers d'Alien étant très illustré, vous pourrez trouver et puis les illustrations sont magnifiques. On a après qui va sortir en français, je crois en mars plutôt, c'est Colonial Marines, et là on est sur un manuel des opérations. Donc un guide de survie, un guide d'équipement des Marines. Il y a plusieurs pistes. Alors ils peuvent appeler ça scénario, mais bon, moi je considère que c'est plutôt des pistes de scénario qui forment une trame narrative assez globale. Et il y a un peu en fond de cette trame du Alien ou des xénomorphes, un peu moins que dans le précédent. Bon, je l'ai lu. Je conseille si vous êtes un fan des Colonial Marines, mais c'est pas, si vous voulez jouer de l'horreur, etc., c'est dispensable. Donc moi, mon avis plutôt mitigé sur le supplément. Il y en a un nouveau, mais alors là, j'ai aucun avis. Oui, alors là, j'espère c'est le futur. Ouais, mais la couverture est vraiment magnifique. Mais après, à voir ce qu'il y a dedans, mais pour l'instant, on n'a jamais été déçu vraiment par ce qui pouvait y avoir à l'intérieur de ces ouvrages. Mais c'est vrai que c'est intriguant. C'est très intriguant, un trou noir dans la tête d'un xénomorphe, une station. Cette station dit quelque chose de forme, de loin, mais on en saura plus. Je pense que c'est pour 2022. J'ai pas la date exacte. On n'a pas la date exacte. Ça sera en anglais. J'ai pas vu chez Arcane Asylum de date de traduction. Ça met toujours un peu de temps entre les deux. Mais sachez que j'ai bien envie de le faire jouer, et donc dès qu'il sort en anglais, je vais investir un peu, quelques bons moments en perspective. Normalement, tel que c'est prévu, c'est la fin de la trilogie des scénarios qu'on a eu dans le passé. Moi, il y a certainement une trame cachée entre les scénarios, il y en a une, il y a un lien en tout cas, il y a un lien qui est donné dans les scénarios. On verra comment ça finit en apothéose, j'espère, sur ce dernier supplément qui sera certainement pas le dernier. Il y en aura d'autres. Peut-être on peut passer à on joue quoi dans Alien, parce qu'on en a parlé un peu. On a parlé un peu du lore, mais finalement on joue quel type de personnage, on joue. On a dit c'est plutôt varié. On peut jouer Hard Science, on peut jouer des Colonial Marines, on peut certainement jouer de l'exploration spatiale,
On peut jouer de l'affrontement, de la lutte des classes, comme on a parlé un peu. Mais globalement, on va vous montrer comment on crée un personnage et la feuille de personnage. On joue des êtres humains assez classiques. Ils ont des compétences et des avantages. Faut le comparer un peu aux investigateurs dans Cthulhu, c'est-à-dire que c'est vraiment des personnages lambda, voilà, qui sont bon d'un point de vue du système. Je sais pas si on en parle tout de suite, mais lors de la création de personnages, bien sûr, allons-y. Voilà, on reprend. Grosso modo, c'est les règles de Year Zero Engine, donc développé par Freelix Publishing pour Mutants Year Zero. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est défini par 4 attributs principaux. Grosso modo, des caractéristiques, il y a la force, l'agilité, l'empathie et l'esprit. Et à chaque fois, il y a 3 compétences pour chaque attribut qui y sont liées. Donc par exemple, pour la force, il y a la compétence combat rapproché, endurance et machine lourde. Et en tout, donc, ça fait 12 compétences. Et les attributs et les compétences varient de 0 à 5 et permettent de déterminer, sont déterminés par l'allocation de points lors de la création. Je vous les mets au milieu de la feuille de personnage là, que j'ai affichée, hein. Vous pouvez les voir. Donc c'est assez simple et l'avantage c'est quasiment directement compréhensible. Oui. Bon, on voit de quoi on parle. Peut-être machinerie lourde demande un peu de dire ce que c'est, mais le reste, un joueur novice va comprendre très très vite le fonctionnement. C'est ça qui est avantageux, c'est que c'est aussi fait pour les débutants, c'est-à-dire que tu as la feuille de personnage, t'as pas besoin de passer 10-15 minutes dessus pour comprendre où se trouve ta compétence. Et voilà, et puis en plus ton personnage est souvent un lien avec un talent. Il y en a un au départ, donc lors de la création de personnages. C'est des sortes d'aptitudes mineures qui donnent un avantage dans certaines situations. Et la carrière du personnage donne accès aussi à un talent particulier qui est propre à la carrière qui est choisie. Par exemple, je crois qu'il y a un talent qui fait partie d'agent de la compagnie. C'est moi d'abord, ça peut lui permettre, s'il est attaqué ou en danger de mort, s'il y a un PJ ou un PNJ qui se trouve à portée pas très loin de lui, d'être victime à sa place de l'attaque, à sa place. Donc il y a plein de petits avantages de petits talents, mais il faut bien voir que c'est vraiment des aptitudes mineures, des avantages mineurs, et que le personnage est vraiment pas un super héros, c'est vraiment un personnage lambda qui va vivre des choses hors normes qui vont complètement le dépasser. Complètement, et je rajoute, même s'il y a finalement assez peu de compétences, avec les compétences et les talents, on arrive à avoir des personnages qui sont quand même différents et qui ont leur valeur dans le groupe. Donc même si c'est assez simple, force, agilité, astuce, empathie, vous allez voir, vous arrivez à avoir des personnages qui sont quand même bien différents, ne serait-ce que leur carrière et puis on a finalement assez peu de points quand même par compétence, donc on a vite besoin d'avoir un groupe assez homogène pour atteindre les objectifs. Ouais, puis il y a quand même pas mal de carrières, parce que là tu montres par exemple pilote, il y a agent de la compagnie, en fait c'est très stéréotypé comme dans les films, il y a agent de la compagnie, prolo, gamin, marshal colonial, il y a vraiment des carrières très stéréotypées, mais on peut très bien jouer, et c'est ça aussi l'avantage de ce système, on peut très bien jouer, 2 pilotes, mais en donnant des points différemment, et en prenant des talents différents, on peut très bien avoir 2 pilotes totalement différents au sein d'un même groupe. On va avoir un pilote très prudent et tacticien, et un pilote un peu casse-cou, et on peut vraiment les différencier. Moi, je dirais que les carrières, c'est la chose qui vous met directement, en tout cas moi quand je l'ai joué la première fois, ça me met dans le personnage. Voilà, je suis pilote, quoi. J'en fais une idée, je suis marine, je suis agent de la compagnie, et ma voix change déjà, juste comme ça, et ça donne, alors c'est des archétypes, et bon voilà, donc il faut pas aller non plus dans la caricature, mais ça peut permettre de commencer une partie en 5 minutes, hein. Oui. Voilà, vous avez une carrière, et puis vous êtes là, et voilà votre mission, et on peut le travailler un peu plus. C'est avantageux en plus quand t'as des personnages qui peuvent facilement, faut quand même le reconnaître, facilement mourir en cours de partie, de pouvoir très rapidement en reconstruire un et tout de suite enchaîner durant la partie. C'est vrai qu'en 5-10 minutes, le personnage il est fait. Et ça c'est un gros avantage aussi de ce système.
Ouais. Bah, surtout si tu perds un personnage en cours partie, bon, t'aimes bien le faire vite, le nouveau. Oui. Ça arrive jamais. Par contre, on n'en a pas parlé, mais on peut aussi jouer à un androïde. Parce que dans cet univers-là, il y a des androïdes et qui peuvent être dissimulés dans le groupe, qui peuvent cacher le fait qu'ils soient un androïde, parce qu'ils peuvent avoir des missions particulières au sein du jeu. Et là aussi, ça crée une couleur et une dynamique totalement différente au sein du groupe de joueurs. On peut jouer, oui, des androïdes, on peut jouer... il y a, je vais pas dire, mais il y a un des scénarios où on peut même jouer une carrière qui est pas vraiment la sienne. On est infiltré. Donc il y a ce sujet, on peut en parler 2 minutes, on joue, on peut jouer aussi dans le groupe, dans le collectif, avec des objectifs, mais aussi on peut jouer un peu en joueur contre joueur. Alors, j'explique, c'est pas du vrai PVP, mais ça y ressemble parce qu'il peut y avoir des objectifs qui vont faire en sorte qu'on s'affronte dans la résolution de l'objectif avec d'autres joueurs. C'est d'ailleurs un peu fait comme ça, quand même, les scénarios officiels. De là à dire que ça finit en se tirant dessus, pas forcément, mais en tout cas qu'il y a des moments de conflit, au moins verbaux. Et ça se joue. Je trouve que ça joue bien. C'est un atout du jeu. C'est bien géré parce que la règle prend en compte et explique comment ça se passe si 2 joueurs commencent à s'affronter physiquement. Avec une règle qui dit que finalement à la fin tout le monde y perdra parce que celui qui a gagné le conflit deviendra PNJ. Donc on peut l'utiliser ou on peut pas l'utiliser la règle, mais c'est vraiment, le jeu est quand même prévu pour pouvoir faire du joueur contre joueur. Bon, moi je suis pas un grand fan de ce type de choses dans le jeu de rôle, surtout qu'on est au milieu d'une partie, mais en tout cas le conflit sans qu'il arrive jusqu'au conflit physique est intéressant dans le jeu. Oui. Ah bah ça et puis ça fait partie aussi de l'univers Alien, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu, c'est un univers de confrontation, c'est l'entreprise contre, enfin voilà, les grands contre les petits, l'alien contre les humains, l'androïde contre ceux qui l'ont créé, enfin bon, enfin puis pareil, c'est toujours la question, l'humanité contre les dieux, enfin c'est un univers véritablement de confrontation. Donc que ça se joue dans les règles, ça m'étonne pas et c'est d'autant plus intéressant vraiment dans cet univers-là. Et c'est pour ça que les objectifs sont plutôt bien faits parce que ils abordent totalement le principe que oui, on est dans un univers dur et que justement chaque être humain essaye de tirer la couverture vers lui pour avoir le maximum en fait d'avantages. Donc ensuite les compétences on a parlé, les talents, il y a toute une partie équipement. Ouais. Voilà, qui fait partie de la saveur du jeu pour ceux qui aiment s'équiper avec soit des grosses armes mais des détecteurs de mouvement ou autres. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal de donner aux joueurs pas mal d'équipements. Peut-être parce qu'à la fin l'équipement ne fait pas grand chose contre ce qui est en face, mais ça peut les rassurer, donc c'est intéressant. Et puis c'est dessiné, c'est-à-dire qu'il y a des illustrations à chaque fois pour un équipement, donc ça te permet aussi de te mettre dans l'ambiance. Tu peux, voilà, on peut montrer l'équipement en lui-même, parce que c'est vrai que parfois une description, on se dit bon bah alors ça ressemble à peu près à ça. Bah quand on la regarde, on fait ah ouais c'est pas mal. Et puis même pour les vaisseaux, pour les véhicules, il y a beaucoup d'illustrations, c'est très riche. Et ça crée l'ambiance en fait autour de la table. Voilà, à chaque fois on peut, dès qu'on parle de quelque chose, montrer l'illustration qui va avec et créer l'atmosphère qui est en lien. Ouais, c'est un jeu, finalement c'est un jeu à images très, très illustré. Et je pense que l'image joue, alors sans aller trop loin dans ce qu'on va montrer, dans l'immersion du jeu. Alors pour rebondir sur les attributs, les talents, les compétences, je vais vous montrer quand même le système et comment on fait des jets, parce que oui. Et on peut faire très peu le jet de dés dans Alien aussi. Oui. Je précise, on peut. Ça peut être un univers narratif. Enfin voilà, on peut faire le minimum syndical avec le lancer de dés. Hein. Ouais. Ah oui, c'est clair. Hein. Et d'ailleurs, le système n'encourage pas forcément à faire des jets en permanence. Il est plutôt vraiment au moment où il y a une tension et quelque chose qui vraiment mérite un jet de dés.
Donc pour vous montrer comment on fait des jets de dés, j'ai ouvert une table Foundry. Là j'ai sur une feuille de personnage, hein, vous allez retrouver les différentes compétences. Et en fait ça va lancer des dés. Donc vous les voyez apparaître. Donc c'est des dés de 6. Le système en fait c'est autant de dés de 6 que vous avez dans votre compétence. Et en fait vous avez un succès si vous faites un 6. C'est aussi simple que ça. La plupart du temps, un succès suffit. Parfois, compétence plus attribut. Compétence plus attribut, donc par exemple, manipulation c'est sur empathie, et donc je vais lancer normalement 6 dés. Voilà, ça lance 6 dés qui vont permettre de terminer le succès. Il peut y avoir des bonus et des malus, des dés en moins. Si quelqu'un vous aide, vous pouvez avoir un dé en plus, par exemple. Mais ça varie autour d'un pool de dés de 6, et le succès est sur 6. Donc c'est très simple. Et tout va jouer, toutes les règles vont jouer autour de ça. Par exemple, même si vous avez une armure, par exemple, et un niveau de protection, vous allez gérer la protection avec des dés aussi. Donc en fonction, et ça va lancer autant de dés, et puis si vous faites des succès, ça va les enlever aux dégâts que vous avez pris. On a dans le système de la confrontation. Alors il y a l'initiative, il y a la confrontation. Je vais passer rapidement, mais ça vaut le coup de regarder le système d'initiative, parce que le système d'initiative va en fait de 1 à 10, et on va positionner celui qui va jouer en premier, le deuxième, etc. Et ça va suivre round par round cette initiative, sachant que un être humain assez normal agit une fois par round, et il peut y avoir un certain nombre d'adversaires qui vont agir plusieurs fois. Donc ce qui va montrer leur rapidité. Des talents peuvent jouer sur l'initiative, et puis après on va aller sur la confrontation, et la confrontation ça va être un jet. On peut faire une confrontation très simple, combat à distance assez classique, ou on peut faire aussi une confrontation de commandement ou de manipulation, puisque forcément ça peut être aussi mental. Et on va l'opposer. Alors ça, les règles sont précises, mais le MJ peut bien sûr les adapter. Un succès peut suffire, ou alors ça va être un jet en opposition, et les succès vont s'annuler de part et d'autre. Donc si de part et d'autre il y a par exemple 2-6, les 2-6 vont s'annuler, donc ça va pas être un succès pour celui qui a initié la confrontation. De manière générale, ça va très vite. Ça va très vite, les tests d'opposition ou les jets. Et puis, pour continuer sur une confrontation plutôt physique, la mort est rapide. La mort est rapide. C'est, comme on en parlait très tout l'Ouest sur ce même principe, c'est on peut mourir sur un coup. D'ailleurs, les adversaires ont un système légèrement différent, qui est beaucoup plus mortel, mais peut-être Arbarcin, tu pourras en parler tout à l'heure. Il fonctionne pas exactement sur le même modèle qu'un PJ standard. Donc c'est assez fluide. En quelques parties ou en quelques oppositions, vous verrez comment ça agit. Alors, il y a bien entendu des options, il y a l'équipement qui vient modifier tout ça. On n'est pas obligé, le starter set par exemple, le kit de découvert est assez simple et c'est assez fluide. Dans le livre de base, il y a beaucoup plus de matériel, de talent, donc ça peut venir complexifier et mettre un peu plus de tactique. Mais pour moi, Alien, c'est pas un jeu tactique au case par case, c'est un jeu, c'est cinématique. Et par exemple, je prends un exemple, si on fait un échec et on tire avec un fusil mitrailleur par exemple, l'échec peut être un synonyme que le chargeur s'est vidé. Et donc on va pas gérer balle par balle, on va gérer plutôt cinématiquement. L'échec a une conséquence et la réussite c'est positif et l'échec a une conséquence aussi. D'ailleurs, pour rebondir sur le côté cinématique, c'est que justement le côté case par case ne fonctionne pas parce que on gère ça de manière sous la forme de portée. Il y a le portée court, portée moyenne, portée longue. Donc il n'y a pas cette idée, tiens, je suis à 3 mètres ou 4 mètres, c'est je suis à portée courte, pas très loin, en visu de la chose qui est en face de moi, que j'affronte, et la portée longue, voilà, c'est quasiment, on le voit quasiment pas. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée que c'est pas un jeu, comme tu l'as dit, de tactique pleinement. Enfin, peut avoir une forme de tactique, mais on n'est pas dans un système à la Donjons et Dragons où on va avoir des petites cases sur lesquelles on va
positionner son personnage pour une confrontation. Sur les compétences, une règle intéressante, c'est le push. C'est-à-dire qu'en fait, un joueur peut décider de pusher et de relancer une partie de ses dés pour faire plus de succès. Le push est intéressant, voilà, je vais en simuler un, on va relancer. Mais le push va amener du stress. Et alors ça me permet d'embrayer sur le système de stress. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, le système de stress. C'est vraiment une des richesses du jeu. C'est comment en fait on arrive à simuler la montée en tension des personnages au fur et à mesure de l'avancement du scénario. Et c'est très simplement fait. Il y a un niveau de stress qui va de 1 à beaucoup. Et plus on va monter en stress, plus on a de risques de paniquer, ou d'avoir un coup de stress, un moyen ou un gros coup de panique. Et donc le MJ peut décider de demander un test de stress, de panique. Ça peut être aussi en conséquence d'un échec d'un 1 sur un test de compétence qui possède déjà du stress. Alors là, je vais l'illustrer. Le capitaine a pris 2 ou 3 stress, on va dire ça comme ça. Il a déjà 3 stress, et puis il va faire un test de mobilité pour se déplacer plutôt rapidement. Vous allez voir, on lance des dés en plus. Et donc le stress est à la fois un risque, parce que ça peut faire partir en vrille, en panique, mais aussi positif, comme tout stress, puisqu'il va ajouter des dés à la compétence et au jet. Donc plus on est stressé, plus on a de dés, plus on a de chances de réussir, mais plus on est stressé, plus on a de chances de faire des 1 sur les tests, sur les dés de stress, et là, donc, de partir en panique. Et la panique est simulée par un jet qui est modifié par le nombre de points de stress déjà présents sur le personnage, et en fonction du nombre de points de stress et du niveau atteint, on va arriver dans un niveau de panique. Alors là, je vais monter son stress artificiellement, je vais mettre 8 en stress, et je vais faire un test de stress, donc c'est 1 des 6 plus ce niveau-là, et le personnage va rentrer en catatonie, s'écrouler, ne plus pouvoir bouger. Alors là, on est dans un stress assez extrême, mais pour montrer le côté positif du stress, si j'ai 9 en stress, si je fais un test de mobilité, ben je vais lancer 9 dés en plus. Voilà. Donc c'est un système hyper intéressant parce qu'il est à la fois positif et risqué. Il y a une prise, je sais que mes joueurs ont essayé de regarder le niveau stress qui est bon pour eux, hein, c'est-à-dire qui leur permet d'avoir des dés supplémentaires, mais le moindre échec critique, le moindre 1, peut mettre en péril. Et alors quand je dis en péril, hein, il y a des niveaux de panique qui, c'est plus du péril, hein, c'est presque la mort assurée du personnage. Donc le MJ, j'encourage les MJ à jouer sur ça, pas forcément en mettre trop non plus parce que ça commence à être compliqué quand il y a beaucoup trop de stress. Et bien entendu, les personnages peuvent se reposer et en regagner, ils ont des objets fétiches qui peuvent leur permettre de regagner un peu plus de points stress. Je pense que moi, mon avis, c'est vraiment une belle invention. Oui, moi je suis totalement d'accord. Le système de panique en fait, colle totalement parce que autant, par exemple, dans Cthulhu, la santé mentale est un petit peu à côté. C'est vrai que quand on demande des jets de santé mentale, bon bah c'est vraiment un élément un peu à côté. Là, c'est pleinement intégré en fait au système parce qu'on lance des dés supplémentaires, donc ça fait partie aussi du système en lui-même. Et c'est à la fois, bah, comme tu l'as dit, un avantage et un inconvénient. Et plus on a de stress, bon bah mieux c'est parce qu'on lance des dés. Mais après, on peut plus facilement faire des 1 sur ces dés-là et tomber dans une forme de panique. Et c'est vrai que la panique, il y a des paliers, il y a un tableau qui montre une fois qu'on a fait un test de panique pour voir si le personnage résiste à sa panique ou pas, de savoir précisément ce qu'il advient, quoi. Soit il fuit parce qu'il a envie de partir face à ce qui l'a paniqué, soit il lâche son arme, soit il est complètement catatonique. Enfin voilà, il y a différentes situations qui peuvent poser de gros problèmes après durant la partie. Donc la panique, souvent, elle arrive quand on est en situation de stress fort, mais aussi très souvent quand on rencontre les PNJ xénomorphes, on va les appeler comme ça, des xénomorphes. Ton avis sur la gestion des xénomorphes ou de ces créatures dans le jeu ?
Alors en fait, la panique, elle arrive forcément assez souvent lorsque les monstres sont de sortie, et ça s'explique par l'horreur, de voir, comme tu l'as dit, un xénomorphe ou un néomorphe, avec maintenant la nouvelle histoire contée par Ridley Scott, ou toute autre créature affiliée à Alien JDR, d'ailleurs. Parce que dans cet univers qui est Alien, comme les créatures du mythe de Cthulhu, il y a une réelle force de la nature avec ces créatures. Il est très difficile d'affronter seul avec son petit couteau cette bête incroyable et inhumaine, et les règles sont vraiment là pour montrer cette férocité. Chaque créature d'Alien a des attaques spéciales, généralement notées de 1 à 6, pour que le maître du jeu après lance un dé quand l'action de la créature est effective, et il doit décrire la scène qui est liée justement à ce tableau dans lequel il a pu lancer un dé de 6. Par exemple, vous avez l'une des actions possibles du xénomorphe, c'est morsure à la tête. Donc le xénomorphe ouvre grand ses mâchoires externes, ses mâchoires internes apparaissent, claquant d'impatience avant de jaillir. Et ce qui fait que en termes techniques, l'attaque est effectuée avec 9 dés. Donc le MJ doit lancer 9 dés. Et si il y a des dégâts, il y a le moindre dégât qui est effectué, elle inflige automatiquement une blessure qui tue net la victime. Donc c'est très mortel, et ça montre justement que cet univers est pas là juste pour montrer des oppositions, un peu comme comme Donjons et Dragons par exemple, où on a un niveau de difficulté. Là, pour le coup, la créature est, quoi qu'il arrive, très difficile à abattre. Extrêmement difficile. C'est souvent le summum d'ailleurs du scénario, et du coup ça pose une question. C'est finalement, est-ce que c'est un jeu de campagne ou c'est un jeu de one shot? Il y a des débats autour de ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il y a deux manières vraiment. Il y a le mode campagne comme il l'annonce, et puis le mode cinématographique. Le mode campagne, ça permet vraiment d'approfondir le rapport entre les personnages. Je trouve ça, on prend le temps, parfois sur plusieurs scénarios, de mener la tension, de voir de plus en plus, d'avoir une tension de plus en plus lourde, d'avoir des enjeux relationnels forts entre les personnages, voir avec les PNJ. Au sujet de la confiance, de l'espoir, qu'on soit dans le vaisseau ou à l'intérieur d'une colonie. Donc moi je trouve le côté campagne, je l'apprécie dans ce côté-là où on peut vraiment forger quelque chose. Enfin, je trouve que la tension apporte vraiment une sorte soit d'unité de groupe, soit le détruit totalement, mais c'est ça aussi qui est intéressant dans le jeu, c'est de voir à quel point cette tension peut créer un contexte qui est totalement différent d'une table à une autre. Et le mode cinématographique, c'est clairement fait pour des one-shots. Ça amène chacun autour de la table à réagir vite. La panique, c'est vraiment le moteur de l'histoire qui monte crescendo très rapidement. Et pour le coup, c'est aussi intéressant, mais pour le coup, c'est plus de la tension, c'est vraiment de la panique. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur deux modes de fonctionnement différents. Enfin, moi, j'ai cette impression-là, et les deux sont intéressants, mais c'est vrai que mon cœur balance plutôt du côté de la campagne, parce que quand on a des personnages avec des thématiques fortes, comme la lutte des classes, ce genre de choses, c'est toujours intéressant d'aller un tout petit peu plus loin que le one-shot, si on veut vraiment pleinement exploiter en fait l'univers. Ouais, complètement d'accord. Moi, j'ai fait une seule fois un one-shot. D'ailleurs, j'avais intitulé Top Chrono. Alors, ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'est la panique en permanence, on réagit à des changements de scénario en permanence, ça m'a plu, mais c'était pas satisfaisant complètement parce que le RP était moins présent, il y en a eu un peu mais moins, et puis en fait on a une tension trop forte sur les 3 heures de partie. De toute manière, en lisant les scénarios vendus dans le commerce, moi je mets au défi les MJ de faire jouer en une soirée. Et pourtant, parce que chaque acte mérite au moins une soirée, au moins plusieurs heures pour le développer. Donc je vais faire oui et non. Je pense que c'est bien en mini campagne, c'est-à-dire quelques longues parties qui développent les personnages à long terme, c'est-à-dire faire une campagne de 1 an en jouant toutes les semaines avec les mêmes personnages. J'ai un doute du fait de la mortalité de l'univers. Parce qu'à un moment donné ou un autre, il va bien falloir qu'on affronte la mortalité et perdre des personnages. Et donc, si on le fait à long terme, je pense qu'elle serait plutôt sur le modèle The Expanse, où
où voilà, on n'est pas en confrontation avec les néomorphes, les xénomorphes ou ces créatures-là, ou en tout cas, ça reste en fond de l'histoire. J'ai un peu plus de mal sur les campagnes très long terme, mais je pense effectivement le bon format, c'est quelques soirées pour avoir le temps de développer les personnages et les joueurs, la relation, ce qui amènera une tension encore plus forte au troisième acte, parce que quand on s'est attaché au groupe et aux personnages, la réaction est encore plus forte lorsque leur existence en jeu est en danger. Et je trouve que ça vaut le coup de prendre du temps pour l'amener. Donc, voilà, assez d'accord avec toi, enfin même très d'accord avec toi sur comment on peut jouer entre one-shot et campagne. Ouais, ça va nous amener aux ressources. Oui, alors il y a beaucoup de ressources. Sur Facebook, et je vous mettrai, on mettra dans les commentaires les liens, il y a des groupes Facebook nombreux. Moi, j'en suis, et je sais qu'Arbassin, tu en es aussi. Il y a beaucoup de ressources, et merci d'ailleurs à tous ceux qui partagent leurs maps, leurs images, leurs vidéos. Moi, j'ai des vidéos assez kiffantes que j'ai utilisées que je peux vous montrer une vidéo que j'ai utilisée sur ma table Foundry et qui montre en fait l'intérieur d'un vaisseau et puis la partie réveil. Donc sur ces sites Facebook, vous trouverez des vidéos, des images, c'est assez riche. Encore une fois, merci à tous ceux qui partagent leurs ressources et puis qui aident aussi sur les règles, sur l'univers. Toujours de bonnes idées pour améliorer vos parties. Merci aux participants de ces groupes Facebook. Ouais, parce qu'ils sont très actifs, hein. Ça fonctionne vraiment très bien et ça montre que ce jeu intéresse beaucoup de monde. Il y a une fanbase qui je pense est forte. J'ai pas mesuré, c'est plusieurs centaines de toute façon de personnes sur côté France. Je suis allé voir sur côté US et en anglais, on parle de milliers de personnes. Donc il y a beaucoup de ressources sur YouTube. Vous trouverez aussi un très très bon actual play. Je mettrai le lien en dessous, maîtrisé par Arbassin, qui exploite magnifiquement l'imagerie du jeu. Je trouve que je le conseille sans pub, je le conseille. Et vous trouverez, il y en a d'autres, il y en a pas mal d'autres en anglais aussi pour ceux qui parlent la langue de Shakespeare. Et donc vous trouverez beaucoup de fonds et des vidéos comme ça que j'ai trouvé sur YouTube. Il y a le site Arcane Asylum, qui le site français de l'éditeur. Il y a des ressources et vous pouvez bien entendu acheter les ouvrages du jeu dessus. Il y a le site de l'éditeur en anglais Free League Publishing qui aussi dispose de ressources, et un site alienrpg.com. Je mettrai bien entendu les liens en dessous dans le commentaire. C'est assez accessible pour des joueurs qui voudraient voir juste l'univers et à quoi ça ressemble. Il y a du texte, il y a des ressources. C'est en anglais. Mais plutôt bien accessible. Sur la partie, alors comment jouer, là je vais à quelque chose que moi j'aime bien, c'est le jeu de rôle virtuel. Et moi j'aime bien tout ce qui est table de jeu de rôle virtuel, donc je voulais toutes celles qui sont sur la place ont des feuilles de personnages alliés. Il y a Roll20, Fantasy Ground, et il y a Foundry VTT. Alors moi je suis plutôt en Foundry VTT, je fais de la pub, parce que vous avez pu voir, mais c'est pas de pub, je trouve que le système est hyper mature. Il y a beaucoup de scénarios qui sont des scénarios fan-made qui sont disponibles gratuitement, parce que c'est du fan-made et des cartes. Je trouve que Alien, ça se prête bien aux tables virtuelles. Alors on est dans l'espace, on est chacun dans sa combinaison, on a une caméra au-dessus de la tête, voilà, ça peut bien le faire. Voilà sur le matériel ce que j'ai pu trouver. Alors on a pour l'histoire, il y a eu un Alien, un jeu de rôle Alien, une ancienne version. Je mettrai le lien aussi dans les commentaires. C'est une antiquité parce que je crois que ça se trouve plus du tout. Mais Alien, c'est pas la première fois que ça a été adapté. Donc je vous mettrai le lien pour les passionnés de l'archéologie rôlistique sur ce jeu-là, dont il y a une antiquité et qu'il n'y a pas eu une très grosse critique positive. Oui. Voilà sur ce qu'on peut avoir en termes de ressources. Ouais, puis même en termes de ressources pour l'imaginaire, il y a les films
qui restent très très bien. Et puis en plus qui donnent différentes visions en fait de l'atmosphère qu'on peut avoir dans le jeu. Parce que le premier film donne ce côté un petit peu claustrophobe, lié avec une seule créature à l'intérieur du vaisseau. Aliens, c'est avec les Marines coloniaux, donc là on est plus sur des gros bras qui doivent affronter plusieurs créatures en même temps. Enfin voilà, il y a différentes thématiques qui peuvent être abordées. Il y a les comics aussi. Alors après, apparemment les comics, moi je les ai pas lus, mais il y a du bon et du moins bon. Mais bon, ils ont ils permettent quand même d'approfondir et puis de toucher aussi un public différent. Et puis vous aurez aussi prochainement, je crois que c'est en 2023, c'est la série qui va être, je crois que le showrunner ça sera Noah Hawley, qui a travaillé sur Fargo et puis sur Légion, qui va travailler sur la série. Et donc là aussi ça va élargir un petit peu le cadre parce que ça va se passer sur Terre. Donc ça permettra aussi de montrer qu'on peut potentiellement aussi jouer Alien JDR, avec cette confrontation des cols blancs et du milieu des ouvriers entre guillemets, donc dans une lutte de pouvoir où peut-être que l'alien sera encore présent. Ouais. Voilà sur ça. Et moi, peut-être, est-ce que tu as un très très bon souvenir d'une partie d'Alien, Arbassin? Oui, de toute façon, j'apprécie énormément l'univers et moi j'avais pris beaucoup de plaisir à faire jouer justement les 2 saisons qu'on avait pu faire. Alors justement, en variant un petit peu entre Alien et Aliens, entre la première version où ça se passait quasiment dans un vaisseau spatial et puis avec quasiment une créature, et puis l'autre en mode space, Marines coloniaux. Mais j'ai préféré justement tourner la première saison avec juste les camionneurs de l'espace confrontés à quelque chose de bien plus grand qu'eux. C'était vraiment pas mal. Et c'est surtout les interactions en fait que je trouvais très intéressantes. Le jeu pousse, vu qu'il y a beaucoup de tension, à créer des interactions entre les joueurs. Donc sachant qu'il y a très peu, finalement on peut jouer avec très peu, et c'est ça aussi qui est intéressant pour un MJ qui se sent pas forcément à l'aise en développant des PNJ, c'est qu'il peut très bien laisser les joueurs entre eux gérer leur histoire dans leur vaisseau spatial avec quasiment pas de PNJ, et ça fonctionne très très bien. Donc il y a ça aussi, c'est vraiment un jeu qui permet, si on est vraiment MJ débutant, de progresser et puis de faire fonctionner une partie sans avoir 20 000 PNJ à gérer, avoir un système de jeu complexe. Là, tout est fait pour que, en étant débutant ou confirmé, on apprécie jouer à Alien JDR. Moi, j'ai un très bon souvenir en tant que joueur. Et vraiment, ce que j'adorais, c'est les objectifs. Et quand donc à chaque acte, j'avais un objectif. Et quand tu arrives à le faire, malgré ou sans que personne l'ait vu, c'était mon cas, le premier, je suis arrivé sans que personne l'ait vu et sans vraiment opposition. Et après, quand tu y arrives avec de l'opposition, parce que c'est un autre joueur, il avait pas le même objectif, loin de là. Et en fait, je trouve que c'est la petite richesse, le petit truc qui fait que t'es encore plus immergé dans l'histoire, parce qu'en plus de la trame principale, t'as ton truc que tu dois faire. Il y a un petit côté paranoïa pour ceux qui connaissent ce vieux jeu, les objectifs secrets. Et moi, je conseille peut-être même au MJ de retravailler des objectifs pour qu'ils soient encore plus adaptés aux joueurs si vous achetez un produit du marché. En tout cas, de passer du temps sur les objectifs pour qu'ils aient vraiment du sens et qu'ils amènent à l'histoire. Moi, très très bon souvenir en tant que joueur. Et en tant que MJ, c'est toujours un peu différent parce qu'on a la scène et le scénario, mais moi c'est l'interaction, c'est-à-dire voir dans Alien des gens, des joueurs échanger comme s'ils étaient au fin fond de l'espace, à se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, et sentir la tension, le stress qui monte, c'est hyper intéressant en tant que MJ. Bon pour conclure, notre avis, je pense partagé, c'est que c'est un jeu auquel on aime jouer, auquel on aime participer. Très très bon jeu. Moi je conseille. Arbassin aussi, je pars à sa place. Un tout grand merci Arbassin pour ce moment partagé. J'ai vraiment aimé. Et puis à tous et à toutes, un très 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 bon jeu.
et crier très très fort seul dans l'espace. Au revoir. Au revoir.